sur le terrain n'est pas en ce moment à l'avantage de Vladimir Poutine. Alors c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, mais on va quand même tenter grâce à Christian Megrelis. Bonjour, ancien conseiller de Gorbatchev. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues aux éditions transcontinentales. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Comment vous comprenez la déclaration de Vladimir Poutine quand il dit qu'il souhaite que la guerre se termine au plus vite, quand il prononce le mot de négociation? Est-ce un aveu de faiblesse? Non, je crois que c'est une manœuvre simplement parce qu'il n'a aucunement l'intention de se retirer de l'Ukraine alors que les dirigeants ukrainiens lui demandent de se retirer. On continue dans le déni, c'est-à-dire que pour lui, il est agressé par l'Ukraine, alors que l'Ukraine dit qu'elle est agressée par la Russie. Et comme il faut bien dire quelque chose au groupe de Shanghai, on dit qu'on est prêt à négocier, mais malheureusement, c'est l'adversaire qui ne veut pas négocier. Donc on ne peut pas négocier, donc on continue. C'est un prétexte pour continuer, simplement. Et c'est la question principale que l'on se pose. Vladimir Poutine est dans une phase très compliquée. On sait que ce qui se passe en ce moment, c'est déterminant pour la suite du conflit. Or, Vladimir Poutine est en difficulté, l'armée russe en est à recruter des sans-abri, à aller dans les prisons, forme des officiers en catastrophe en quelques semaines. Il y a eu des défaites sur le terrain. Est-ce que, en étant acculé, il est encore plus dangereux ? Je pense qu'il est plus dangereux, oui, absolument. Je pense qu'il est capable d'aller beaucoup plus loin, et c'est ce qui préoccupe l'ensemble des dirigeants mondiaux. Et qu'est-ce que ça veut dire aller beaucoup plus loin? Parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de manifestations de puissance avec des manœuvres militaires. On dit qu'on a des armes très puissantes, des armes nucléaires, mais il n'a jamais ni appuyé sur le bouton, ni utilisé d'armes nucléaires tactiques pour frapper ne serait-ce qu'une ville en Ukraine. De quoi vous le croyez capable? Moi, je le crois capable de raser une ou deux villes de l'Ukraine, simplement pour montrer sa puissance, sans aller jusqu'à l'arme nucléaire. Parce que l'arme nucléaire, elle a été interdite par les Américains sous peine de représailles. Christian Megrelis. Donc, il n'utilisera pas l'arme nucléaire. Par contre, il va utiliser toute la puissance possible qu'il a entre les mains, et il en a grâce aux flottes, grâce aux fusées de son arsenal, pour frapper sans distinction des villes de l'Ukraine et obtenir la capitulation de l'Ukraine. Lui, il ne voit que la capitulation de l'Ukraine, il ne voit rien d'autre que cette capitulation. Mais c'est là qu'il se trompe, c'est que les Ukrainiens ne sont pas des gens qui vont capituler, et les gens qui aident, et les États qui aident l'Ukraine ne veulent pas que l'Ukraine capitule pour ne pas recommencer la catastrophe de Munich avec Hitler. Mais Christian Megrelis, est-ce que Vladimir Poutine se pose la question de sa capacité à pouvoir continuer l'offensive qu'il a menée en Ukraine? Il doit sûrement se poser la question, bien entendu, mais il doit être persuadé qu'il a cette capacité. Alors, est-ce qu'il est informé de la totalité de la réalité, ou est-ce qu'il a des biais d'information? Je n'en sais rien. Mais dans son fort intérieur, il est persuadé que la Russie a les moyens de faire capituler l'Ukraine. Et aller jusqu'au bout, alors vous ne croyez pas à l'option nucléaire, mais ça veut dire qu'il est prêt à rester combien de temps sur le territoire ukrainien? 2 ans, 3 ans, 10 ans? Infiniment, peut-être 3 ans, peut-être 10 ans, mais il n'y a pas de limite. Et Christian Megrelis, les Russes sont des gens obstinés. Vous restez avec nous, Pierre Verluise. Comment vous analysez la situation? Là, on a en direct un ancien conseiller de Gorbatchev qui dit « Attention, il est plus dangereux maintenant qu'il est acculé ». Jusqu'où est-il prêt à aller, selon vous? Par définition, je crois que personne ne le sait. M. Poutine lui-même ne le sait probablement pas. Il ne savait même pas le 24 février 2022 que l'Ukraine allait lui résister. C'est M. Poutine qui a déclaré la guerre. C'est M. Poutine qui maintenant est en difficulté. C'est M. Poutine qui entend des pays qui l'ont soutenu
plus ou moins explicitement ou implicitement dire, tu sais, la guerre, ça commence à nous coûter cher. Il y a des tas de conséquences sur les produits alimentaires, sur les produits énergétiques et bien d'autres. Donc ça serait bien que ça se termine, et que ça se termine vite. Donc ces appuis commencent à lui manquer. Même si il ne faut pas qu'on se leurre. Au sein de l'Europe communautaire, je parle de l'UE, mis à part la Hongrie, il y a un soutien franc, me semble-t-il, à l'Ukraine contre la Russie. En revanche, le monde ne se limite pas à l'Union européenne, loin de là, et tant en Asie, on vient d'en parler avec l'Inde et la Chine, qu'en Afrique, la Russie a des moyens, des leviers et des points d'appui. Donc la Russie n'est pas aussi isolée qu'on veut bien l'imaginer. Et personne ne peut savoir à cette seconde où on en sera dans une minute, même en matière aussi importante que les questions nucléaires. Christian Maegrelis, pour alimenter notre débat, notre discussion, j'aimerais vous montrer une image qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas du tout en réalité. Ça s'est passé hier. Le président russe attend, voilà, Vladimir Poutine attend le président du Kyrgyzstan, Sadir Japarov, qui se fait désirer. Ce sont quand même des images rares de Vladimir Poutine qui est dans une position d'attente, comme s'il était un peu dans une position d'infériorité. Il faut se sentir puissant pour faire patienter Vladimir Poutine. Auparavant, jamais aucun dirigeant n'aurait osé faire attendre Vladimir Poutine. Est-ce que ça, cette attitude, non pas de provocation, mais de désinvolture de la part de certains dirigeants, montre que Vladimir Poutine est dans une situation de faiblesse? Mais ça montre surtout que les républiques, les anciennes républiques soviétiques sont dans une situation très délicate. Le Kyrgyzstan comme les autres, le Kazakhstan en particulier, qui est le plus proche et qui a la plus grande frontière avec la Russie, et qu'il veut montrer qu'il n'est pas à la disposition du président de la Russie, donc il le fait un petit peu attendre pour bien marquer son indépendance, mais ça n'est qu'un geste. Ça n'est qu'un geste. En fait, tous ces États sont extrêmement dépendants de la Russie. Kyrgyzstan, Kazakhstan, Ouzbékistan. Le plus menacé, le Kazakhstan, compte tenu de l'importance de la frontière qu'il a avec la Russie. L'Ouzbékistan n'a pas de frontière, donc il est beaucoup moins menacé. Mais ces gens-là sont terrorisés à l'heure actuelle. Je le sais parce que je connais bien des membres du gouvernement du Kazakhstan et que je sais qu'actuellement, ils redoutent plus que toute autre chose une attaque de l'armée russe. Et concernant son allié, le président chinois, qui défend en fait timidement son alliance avec Vladimir Poutine, on l'a entendu, est-ce que ça, c'est un échec de la part de Vladimir Poutine de ne pas avoir pu pousser son allié chinois beaucoup plus loin dans ce bras de fer avec l'Occident, à travers le conflit? Absolument, absolument. Poutine pensait que son appui sur Taïwan allait déclencher ipso facto un appui sur l'Ukraine, mais les situations sont complètement différentes. Et il n'a pas réussi à déclencher une aide autre qu'économique de Xi. Et encore, c'est une aide économique qui lui coûte cher dans la mesure où tous les produits qui sont achetés actuellement par la Chine le sont à des prix beaucoup plus inférieurs, bien plus bas que sur les marchés mondiaux. Si la Chine achète du gaz et du pétrole à la Russie, elle l'achète à la moitié du prix mondial. Pour revenir à ce que vous disiez sur Vladimir Poutine, qui selon vous ne serait pas assez fou, peut-on dire, pour appuyer sur le bouton nucléaire, mais prêt à aller très très loin, à raser des villes, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il a envie de basculer, de faire basculer cette guerre en Ukraine dans une troisième guerre mondiale? Même si le conflit est déjà en partie mondialisé, puisque l'Ukraine reçoit des aides de puissances occidentales, mais voilà, est-ce qu'il est prêt à faire cette bascule-là, de faire entrer de plein pied le monde entier dans une troisième guerre mondiale? Non, je ne crois pas. Là, il n'ira pas jusque-là. Tous les échos que j'ai du Kremlin, de Moscou, sont
sont claires. Il veut limiter le conflit à l'Ukraine. C'est très intéressant ce que nous dit Christian Megrelis. Vous qui êtes la voix ukrainienne sur ce plateau, qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que Poutine aussi, il peut varier un peu sa tactique, parce qu'il y a moyen beaucoup plus simple que l'arme nucléaire, c'est possibilité d'utiliser ces missiles pour frapper l'infrastructure de l'Ukraine. Maintenant, c'est l'hiver qui arrive, et on a vu déjà il y a quelques jours à Kharkiv. Donc, tout simplement, maintenant, Poutine, il peut donner l'ordre de viser l'infrastructure des entreprises ukrainiennes qui produisent l'énergie, c'est-à-dire l'électricité, mais aussi le cheminement de l'eau. Donc, ça peut donner un peu de terreur des populations. On peut imaginer, par exemple, des villes entières qui sont coupées d'électricité et de l'eau. Les entreprises sont arrêtées. Et réparer ces entreprises produisent de l'énergie après les frappes de missiles, c'est assez compliqué. Plus simple à réparer, c'est exactement l'acheminement de l'énergie. Donc, du coup, déjà, par exemple, l'Ukraine doit se préparer, réagir à ces frappes assez ciblées contre son infrastructure. Donc, d'abord, je pense que cette étape, c'est assez simple et c'est réalisable, parce que frapper l'Ukraine des territoires de Russie par des avions ou en utilisant, par exemple, des bateaux, c'est pas si compliqué. On sait très bien que, malheureusement, la défense aérienne, elle ne peut pas abattre tous les missiles. Et après, bien sûr, on peut poser les questions de la tactique nucléaire. Il ne faut pas exclure cette probabilité. Oui, vous êtes plus prudente, plus inquiète face à Christian Megrelis, que je remercie, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev et auteur du livre « Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues ». Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci également à Oksana Mitrofanova, à Magali et à Pierre Verluise. Vous restez avec nous, il est presque 17h02. On va se retrouver dans un instant avec ces accusations envers Moscou, des meurtres de masse après la découverte de corps enterrés dans la ville d'Izium. Nous rejoindrons dans un instant Hélène Bonnet qui se trouve à Kharkiv. A tout de suite. Votre programme avec QuickBooks.fr.